myself a ride in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour. Une émission un peu exceptionnelle aujourd'hui qui est basée sur des concours de circonstances. Un jour, j'étais sur Twitter. Voilà, ça m'arrive un peu d'être de l'autre côté de la force obscure, je sais pas comment on dit, du côté sombre de la voilà. Et j'ai vu comme ça traîner un nom, D17, aller sur la chaîne YouTube D17. J'y suis allé et je suis tombé sur une chaîne YouTube incroyable et qui malheureusement n'existe. Enfin, elle continue d'exister, mais elle ne se réactualise plus. Il y a comme ça quelques vidéos. On voit des podcasts audio sur Richard Jewell, mais aussi sur Miyazaki, et puis aussi sur l'article de Jack Rivette de l'abjection, où il parle du fameux travelling enfin, il invente le fameux travelling, enfin la méthode, le concept du travelling de Capot. Et qu'est-ce que je fais ? Je les contacte parce que je sens qu'on fait un peu partie de la même maison. Et très vite ils me répondent. Et l'idée, je leur dis écoutez, moi j'aimerais vraiment avoir un dialogue avec vous. Vous choisissez ce que vous voulez et ils choisissent. Et ça c'est juste génial. Un film de Pedro Costa, le 6e, si on compte son premier film qui est un court-métrage, Ouji, votre sourire enfui, qui est un film extraordinaire qui baigne entre fiction et documentaire. Enfin, c'est un film qui raconte aussi un autre film et dans lequel il y a Jean-Marie Straub et la regrettée Danielle Huillet. C'est un film que beaucoup de cinéphiles connaissent dans la série Cinéma de l'autre temps. C'est un film qui a été réalisé en 2001 et il s'avère qu'aujourd'hui, Pedro Costa a tourné son, je crois, 10e, 11e film qui s'appelle Vitalina Varela, qui est juste magnifique. Et donc la D17, parce que c'est le nom de la chaîne, ils sont là, Simon, lui, Melaine, ils ont accepté de venir pour parler de ce film et je suis extrêmement reconnaissant parce que ça me fait plaisir de discuter avec des gens dont je ne soupçonnais pas l'existence il y a quelques jours et je pense que c'est réciproque aussi pour eux. Comment allez-vous tous les trois ? Très bien. Ça va, ouais. Alors, il y a plusieurs concours de circonstances dans les concours de circonstances, puisqu'on n'habite pas forcément tous au même endroit. Et il se trouve qu'aujourd'hui, exceptionnellement, on pouvait... Je suis sorti de ma montagne et je suis venu à Lyon pour enregistrer l'émission. Parce que même la D17 était enregistrée à distance et on s'était jamais retrouvés tous ensemble pour la D17. Donc c'est une réunion assez émouvante même. La D17, est-ce qu'il y aurait un lien avec un film, de montagnard ? On l'a souvent associé, on disait souvent, c'est un cinéaste montagnard. Est-ce qu'il y a ce petit lien avec qui vous savez ? Oui, donc oui, Luc Moulet, Les Naufragés de la D17, ouais. Alors je sais pas si on est tellement naufragés, mais ouais, en fait, il y avait cette idée du film, même si en fait on était 6 membres de la D17. Et parmi les 6, il n'y en avait qu'un, il me semble, au moment de lancer le projet, qui avait vu le film. Et je crois que c'est même pas lui qui a donné l'idée du titre, mais en fait, sans avoir vu le film, on connaissait tous bien et on appréciait beaucoup Luc Moulet. Et alors, je sais plus en fait pourquoi on en était venu à ça, mais parce qu'en fait, on trouvait qu'il y avait quelque chose d'un petit peu abstrait dans le titre, la D17. Et en même temps, il y avait cette idée de la petite route comme ça, qu'on aimait bien en fait. Cette idée de se retrouver sur une petite route, loin des autoroutes et justement dans la montagne, un peu paumé, etc. Alors naufragé, après, je sais pas, mais de toute façon, on n'a pas gardé le naufragé, on a gardé que la D17. Mais ce qui est drôle, c'est qu'après coup, en fait, il y a eu plusieurs personnes qui nous ont dit qu'il y avait un rapprochement avec la chaîne télé, la D17. Et en fait, on n'avait pas du tout remarqué sur les 6 membres, personne n'avait fait le rapprochement avec la D17. Parce qu'on regarde pas trop la télé, tout ça, enfin j'en sais rien, mais en tout cas, voilà. Quand vous vous lancez dans ce beau projet quand même, parce que c'est vraiment un beau projet, je mettrai le lien dans le descriptif. Il est déjà dans le descriptif de cette vidéo, il faut y aller, il faut aller voir un peu comment ça questionne le cinéma. C'était quoi votre idée à la base de vous lancer dans cette aventure audio, podcast audio sur YouTube ? Déjà, il faut préciser qu'on était tous en confinement à ce moment-là et que du coup, on avait aussi pas mal de temps à tuer et que du coup, comme on était une bande d'amis qui avions quand même quelques problématiques communes au moins sur le cinéma, il y avait eu un désir, disons, d'aborder des questions autour du cinéma sous un certain angle et on partageait un peu cette même vision-là. Donc, c'était tout indiqué qu'on se retrouve en fait pour simplement... échanger autour de ces sujets-là. Et puis il me semble aussi qu'à ce moment-là, on avait 2-3 sujets en commun auxquels on s'était mis à réfléchir ensemble au même moment, mais chacun de notre côté.
notamment sur le film de Clint Eastwood, Richard Jewell. Je sais qu'à ce moment-là, on l'avait tous vu, et c'est un film qui soulevait pas mal de choses, et je pense qu'il y a eu aussi un peu, ça s'est fait, dans mon souvenir, ça s'est fait quand même assez rapidement. On s'était dit, tiens, si on essayait d'enregistrer quelque chose. Mais c'est vrai que ça a duré peu de temps, hein. Ça a duré quelques semaines, mois, et ça s'est estompé, arrêté complètement, je sais pas, hein. Rien n'interdit un jour de repartir sur la D17, hein, mais je pense que c'était, comme le disait Simon, très lié au confinement aussi, où c'était une manière de se retrouver, de partager quelque chose. Et puis c'était aussi un moment, je dirais, presque un peu d'expérimentation, disons, d'essayer de prendre un point de vue peut-être un peu marginal, en fait, sur certaines questions. Je me souviens quand on avait préparé, par exemple, l'émission de Miyazaki, il y avait l'idée de parler du réalisateur sous un angle qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'aborder quand on parle de lui, en général. Donc, je pense aussi que même encore plus simplement, il y avait aussi expérimenter la prise de parole aussi. Parce que bon, alors Louis, il avait fait pas mal d'émissions de radio avant, et Pierre aussi pas mal. Mais les quatre autres, les quatre autres, du coup, c'était Violaine et Blaise qui ne sont pas là aujourd'hui, et du coup Simon et moi. On n'avait pas spécialement expérimenté ça, mais on avait envie d'essayer en fait de s'y lancer pour voir ce que ça donnait. En dépit des contraintes techniques qui finalement ne se sentent pas tellement non plus à l'écoute, enfin c'est pas tellement problématique. Mais donc voilà, c'était expérimenter aussi une prise de parole à l'oral, parce que on expérimentait un peu par écrit ici ou là, mais à l'oral non. Donc c'était ça aussi. Et vous venez d'où à peu près cinématographiquement parlant, c'est-à-dire j'imagine que si vous vous êtes retrouvés, c'est qu'il y a quand même une certaine connexion, non pas forcément dans le choix des cinéastes ou des films, mais plutôt dans l'idée forte qu'il faut à un moment ou à un autre, après avoir vu ce film, en parler, et ça donne comme ça un aspect de la critique assez beau. Et vous venez d'où tous, vous trois et les trois autres qui sont pas là cinématographiquement, pour que je puisse un peu vous cerner? Waouh! Alors ça, déjà, j'aurais du mal à parler au nom des autres, et je pense qu'il y a eu pas mal de points communs, mais aussi des différences, et que c'est peut-être aussi ces quelques petites différences qui nous ont rassemblés. J'aurais du mal à tracer une ligne, parce que comment faire? Est-ce qu'on cite des cinéastes, des critiques? Bon, il y a des cinéastes, des auteurs qu'on a en commun, et qu'on a pu aussi d'ailleurs se faire découvrir les uns les autres. Enfin, moi, je sais que Melaine m'a donné le goût de Dané, hein, que je connaissais déjà, mais je me suis mis à beaucoup lire Dané par on va dire l'influence de Melaine, qui en parlait beaucoup avant même qu'on lance la D17. Je sais pas, vous, si vous avez des idées. Déjà, peut-être spécifier que tous les trois, on a fait une fac de cinéma. Ah oui. Moi, j'ai pas Enfin, pour ma part, j'ai pas tellement l'impression de sortir de la fac de cinéma, quoi. Enfin, j'en suis sorti et je suis bien content d'en être sorti, disons. Mais je sais pas si je suis content d'en être rentré, tu vois. Mais en plus, c'était avant même la fac. Enfin, mon intérêt pour le cinéma est né bien avant la fac, et la fac a pas tellement contribué pour ça. Donc, à titre personnel, c'est pas tellement ça. Par contre, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on précise, c'est que on s'est rencontrés principalement. Alors, Louis et Simon, non. Mais sinon, globalement, dans la D17, en fait, c'est un groupe qui s'est formé sur Internet, et principalement via Sens Critique, le site cinéma Sens Critique. Et en fait, ça s'est formé via Internet, et après via des serveurs Discord, etc., des endroits, en fait, des espaces de discussion virtuels comme ça. C'est aussi ça de là d'où on vient, quoi. Après, je dirais cinématographiquement, on vient de Lumière, quoi. Mais est-ce que, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, vous continuez encore d'être très sensible à ce qui est écrit ailleurs sur le cinéma? Moi, pas tellement. J'avoue que ce qui se passe aujourd'hui, pas trop. Après, en plus, même à titre personnel, c'est presque un peu périphérique à ce qui se passe, mais je lis de moins en moins par rapport au cinéma. Après, moi, dans ma cinéphilie et dans mon existence, il y a eu trois critiques de cinéma particulièrement importants. Ça a été justement Dané, Jean-Claude Biette et Louis Scorecki. Mais j'en suis un peu revenu aussi pour différentes raisons. Après, dans ce qui se fait aujourd'hui, je sais pas trop. Moi, assez récemment, de ce que j'ai lu assez récemment, il y a eu un ami en fait qui a travaillé sur Trafic d'un point de vue universitaire. En fait, il a travaillé sur la revue Trafic, et il avait compilé plein d'articles de Pierre Léon. Il m'a envoyé ça. J'ai lu pas mal d'articles de Pierre Léon dans Trafic assez récemment, et ça j'ai beaucoup aimé. Et qui d'ailleurs a une plume qui est assez qui se situe presque à la rencontre entre Dané et Biette, je trouve. Pierre Léon. Mais par contre, j'aime un peu moins ce qu'il a écrit dans les cahiers récemment, de ce que j'ai pu lire, parce qu'après, je suis pas abonné aux cahiers, j'ai pas trop lu. Mais j'ai quelques-uns des textes de Pierre Léon qui est écrit dans les cahiers maintenant, et j'aime un peu moins.
Mais sinon, globalement, à titre personnel, en tout cas, je lis plus trop sur le cinéma, en fait. Ni sur, ni autour. Mais voilà. Ou des choses hors actualité. Ouais, mais même Ok. beaucoup moins qu'avant. Alors qu'à une époque, par contre, il y a un moment dans ma vie où c'était quotidien. Mm. Et je consacrais presque, même peut-être plus des fois, mais au moins presque autant de temps à la lecture autour du cinéma que à regarder des films, en fait. Mais ça, c'était plus il y a 4-5 ans, quoi. D'accord. Et pourquoi pardon, oui, allez-y, je vous en prie. Non, mais c'était pour dire pas grand-chose. Enfin, c'était pour dire que je pense que c'est aussi peut-être un trait commun d'ailleurs, hein, mais on lit. Enfin, je veux pas parler pour Simon, mais c'est avec moi aussi. J'ai toujours assez peu lu de critiques. J'ai lu pas mal les cahiers quand j'étais au lycée, parce que j'avais un peu l'impression que c'est ce qu'il fallait faire aussi peut-être, hein, d'ailleurs. Mais quand on s'est retrouvé pour la D17 aussi, on s'est rendu compte qu'on. Enfin, je voudrais pas parler au nom des autres, mais j'ai l'impression que c'était un truc aussi assez commun, qu'on lisait quand même assez peu de critiques et qu'on n'était pas attaché spécialement à une institution ou à des auteurs en dehors de ceux que citait Melaine, mais ça reste assez personnel en fait. Donc ça laissait aussi le champ libre à des réflexions peut-être détachées d'un mouvement par exemple. Encore faudrait-il qu'il y en ait aujourd'hui, mais ouais, des fois ça m'arrive de lire, de feuilleter un peu les cahiers, mais c'est tout. Ouais, je sais pas si Simon. Ben, moi, j'ai pas énormément lu sur le cinéma. Après, moi, j'ai eu plus une approche, disons, sur l'image en général. Enfin, j'aime bien lire des textes autour de l'image. Et du coup, là-dessus, il y a pas mal d'auteurs qui m'intéressent, comme Rancière, Marie-Josée Monzin, d'autres aussi, mais qui, du coup, ont une approche pas forcément. Enfin, Rancière, si, pour le cinéma directement, mais aussi pour toutes les questions plus largement d'esthétique qu'il va poser. Et ça m'intéresse. Mais après, pour le cinéma en lui-même, j'ai pas énormément d'auteurs, mais c'est vrai que pendant une période de ma vie, moi, j'ai été très intéressé par Jean-Luc Godard et par sa philosophie du cinéma de manière générale, enfin les différentes aussi évolutions qu'il a pu connaître. Mais c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui m'a nourri intellectuellement en parlant de cinéma, je dirais que ce serait Jean-Luc Godard. On en revient à nos expériences individuelles, mais aussi je pense que c'est parce que c'est difficile de parler au nom de la D17, parce que finalement, on a quand même des cinéphilies assez différentes et disparates. Et donc voilà, par exemple, là, Simon, il a pas trop lu sur le cinéma, il a beaucoup lu Rancière et Monzin. Moi, j'ai pas tellement lu Rancière et pas du tout Monzin. Après, oui, Godard, quand même, ça nous rassemble un peu aussi, mais même si ça nous rassemble, il y a quelque chose de... Je pense que ce qui nous a rassemblés, c'est avant tout un désir de discussion et quelques points communs, mais qui sont plus de l'ordre du regard, peut-être, en fait. Plus qu'une cinéphilie ou des lectures, en fait. À mon avis, après, voilà. Mais du coup, c'est pour ça que c'est compliqué, en fait, de répondre à la question au nom de la D17, et c'est pour ça, je pense qu'on y a répondu plus individuellement, parce qu'on a tous des... On vient, en fait, pour reprendre ta question de tout à l'heure, on vient tous de quelque part... différents, en fait, tout simplement, de lieux différents, à mon avis. La D17, ce qui nous réunissait, c'était des problématiques en fait communes, mais que les manières d'y répondre étaient singulières et on avait chacun notre propre cinéphilie, nos propres ressources aussi, nos propres connaissances. Et ce qui était intéressant, c'était la manière aussi des fois de les entrecroiser, de les faire se confronter. On avait beaucoup cette logique que si quelqu'un disait quelque chose, on allait pouvoir rebondir, nous, et que l'émission se ferait aussi pas mal par rebond comme ça, d'idées, de croisement d'idées. Est-ce que vous avez comme ça de temps en temps, vous avez eu de temps en temps, ou encore aujourd'hui, je ne sais pas, regardez un petit peu ce qui se passe dans la manière de questionner le cinéma sur YouTube. Et la deuxième question, c'est pourquoi la D17 ne continue pas aujourd'hui à questionner le cinéma? Pourquoi ça s'est arrêté, entre parenthèses, il y a maintenant 1 an? Bah, bon, je pense que les réponses seraient aussi individuelles pour YouTube et ça pourrait prendre beaucoup de temps. D'accord. Mais c'est pas qu'on n'a pas envie d'y répondre, hein, par ailleurs, mais peut-être que je pourrais lancer une piste parce que je sais qu'on a des discussions sur le fait qu'on a eu, en tout cas, beaucoup regardé ce qui se faisait sur YouTube, avec parfois aussi un regard peut-être assez critique, pas du tout pour dire que c'est systématiquement nul ou autre, hein, y a des choses qui peuvent être très intéressantes. Mais peut-être qu'il y a une approche globale qui a tendance peut-être à se ressembler, à parler toujours des mêmes objets, des mêmes films, à peu près toujours sous le même angle. Mais je pense pas que ce soit ça d'ailleurs qui a animé l'envie de faire la D17. Hein. Je crois pas que la D17 était fait contre quelque chose. Hein.
Et justement, c'est peut-être une manière de parler de cinéma qui diffère un peu, et même si ça se fait pas contre des choses déjà existantes, au moins il y a un temps de parole qui est donné à des gens, à des artistes, à des gens qui parlent de cinéma, qui permet de prendre le temps, et ça c'est peut-être aussi une des composantes de la D17, c'était de prendre le temps, de pas faire un format de 10 minutes avec du montage dans tous les sens, avec des effets. On cherchait pas d'effets, on cherchait pas à faire quelque chose de très séduisant, mais on cherchait quand même à être intéressant, hein. On voulait pas ennuyer les gens par ailleurs, il y avait un peu de montage quand même, on essayait d'enlever quand il y avait un peu de gras, mais il y avait cette idée, je pense, de prendre le temps, peut-être ce qui manque aujourd'hui, d'ailleurs sur YouTube et peut-être dans la critique en général, qui a cette nécessité de parler rapidement de beaucoup de choses, parce qu'il faut parler de tous les films qui sortent, etc. Alors que nous, on disait, on parle d'un film quand on veut en parler. Miyazaki, il n'y avait aucune actualité au moment où la D17 en a parlé, etc. C'était de sortir aussi un peu de ce schéma de l'actualité. Donc, pour rejoindre sur YouTube, c'est peut-être une des choses que moi, en tout cas, j'aurais à reprocher. Je ne sais pas si c'est ce que partagent mes collègues. C'est dur de répondre au nom de tout le monde, hein, mais voilà, je n'engage que moi là-dessus, mais c'est ce que je pense moi, en tout cas. Peut-être sortir un peu de l'actualité. Il y a des films, parfois, on sent que certains ont l'air de se forcer un peu à en parler parce qu'il faut en parler, mais bon, si c'est pour avoir rien à dire, ça ferait gagner un peu de temps à tout le monde, à ceux qui en parlent et à ceux qui écoutent, quoi. Pourquoi ça s'est arrêté Ouais, ça c'est compliqué à dire. Oui, je sais plus en fait précisément. Déjà après c'était parce que c'était plus le confinement, c'était le début de l'été, on avait tous divers projets, donc il y avait déjà une question de temps. Après, je pense qu'on avait aussi, à mon avis, il y a eu aussi, comment dire ça, je sais pas comment dire ça, mais des choses qui nous ont pas forcément plu dans ce qu'on disait, etc. Et du coup, je pense que ça ne correspondait pas à tout le monde. Voilà, c'est un peu compliqué de toute façon, hein, mais en tout cas, c'est pas, il n'y a pas eu de froid ou de dispute ou de mésentente profonde, mais c'était, voilà, je pense que c'est simplement. Ça s'est arrêté. Après, c'était un terrain d'expérimentation aussi, donc ça n'était pas forcément voué à être quelque chose de pérenne, etc. En fait, donc à mon avis, il y a eu ça. Il n'y a même pas eu de vraie discussion d'ailleurs pour dire que ça s'est arrêté. Hein. Ouais, non, ça s'est arrêté un peu comme ça en fait. Il y a peut-être les 2-3 dernières émissions, déjà ça traînait un peu à se faire, et puis finalement ça s'arrête un peu comme ça. Puis je crois qu'on est venu avec des très fortes envies sur certaines choses précises, et une fois que la parole avait été libérée sur ces quelque chose, le reste devenait, nous semblait peut-être un peu plus anecdotique en fait. Enfin, je le ressens un peu comme ça, rétrospectivement. Et puis après, moi, pour reprendre un terme employé par Louis tout à l'heure, quand je réécoute aujourd'hui, je me dis peut-être si j'aurais un reproche à faire à ce qu'on a pu dire à ce moment-là, c'était peut-être justement de ne pas être assez contre. Peut-être pas assez contre la critique YouTube, etc. Même nous, entre nous, peut-être pas assez contre aussi. Souvent, il y avait une espèce de petit cocon, peut-être qu'on aurait dû être plus tranchant. Enfin, je parle pas de s'engueuler sur le. Non, on est pacifiste, hein, globalement. Mais c'est plutôt voilà, d'être un peu plus Jean-Marie Straub, contradiction en fait. À la fois dans la parole globalement en fait et à la fois entre nous aussi. À mon avis, c'est peut-être ça qui manque à la D17. Quand je réécoute aujourd'hui, après voilà, pour dire ça un peu généralement aussi, on pourrait venir plus précisément. Bon, on va prendre le temps maintenant de parler de ce film remarquable qui s'appelle Ouji, votre sourire enfui. On va expliquer ensuite pourquoi cette question, pourquoi le mot sourire, ça donne à un moment une séquence mémorable dans le film, si vous l'avez vu. Le film est disponible, hein, vous pouvez vous le procurer soit dans des médiathèques ou alors en l'achetant en DVD. Il est disponible. Juste une simple question. Quand je vous ai demandé un choix, un film, une carte blanche, vous avez choisi ce film-là. Pourquoi ce film-là en l'occurrence ? C'est arrivé assez facilement au final, parce que quand il y a eu cette proposition, on s'est dit, bon, est-ce qu'on parle d'un sujet en général, est-ce qu'on choisit un film ? Et en fait, la raison, il n'y a pas que ça évidemment, mais c'est simplement parce que lors du dernier Festival Lumière à Lyon, on s'est retrouvé un peu dans la même situation qu'aujourd'hui, c'est que Melaine nous a rejoint, enfin pas nous spécifiquement, mais il était à Lyon. Et un des seuls films qu'on a vus tous ensemble dans la programmation, c'était le film de Pedro Costa qui était en double programmation avec Sicilia de Jean-Marie Straub et Daniel Huillet, en double programme, assez cohérent d'ailleurs, hein, de montrer d'abord le film de Straub-Huillet, puis après le documentaire qui montre
une partie du travail qui a été réalisé par les cinéastes sur le film, le montage en l'occurrence, mais on y reviendra. Et donc on a partagé cette séance, qui est, je pense, peut-être la seule séance de cinéma qu'on a partagée ensemble, il me semble d'ailleurs. Donc ça nous a semblé déjà un bon point de départ, parce qu'on s'est dit on va parler d'un film qu'on a vu tous les trois. Et puis parce qu'il nous semblait que c'était un film qui engageait des questions qui dépassaient juste le film en lui-même, et puis qui permettait de parler d'autre chose que juste Pedro Costa ou les Straub, puisque c'est un film qui propose pas mal enfin qui peut ouvrir en tout cas sur pas mal de réflexions, qui sont pas forcément d'ailleurs que des réflexions purement théoriques, purement intellectuelles sur le cinéma. Il y a énormément de choses, c'est un film très riche, assez passionnant. Mais bon, ça, on aura largement le temps d'y revenir, mais je pense que c'est le terreau de base, et après on en a beaucoup discuté, on a quand même hésité, hein. Bon, ça c'est le propre aussi peut-être de la D17, c'était pas mal pas d'hésitation, mais il fallait qu'on soit sûrs tous les trois que ce soit ça, quoi. Et c'est tombé sur ce film-là. En plus, effectivement, le nouveau film de Pedro Costa sortait en salle. On avait, il me semble, tous les trois bien envie de revoir des films d'Estro pour se remettre dedans. Ça collait bien avec disons, l'humeur. Il y a des humeurs à voir des films de Straub, hein, c'est tout à fait possible. Et je pense qu'on était tous les trois plutôt raccord là-dessus à ce moment-là. Je sais pas si... Quel est le rapport que vous entretenez avec leur cinéma? Alors moi, les Straub, c'est vrai que j'ai découvert leur cinéma, disons, avec la visite au Louvre, qui est un moyen-métrage donc, qui reprend des tableaux du Louvre, et avec par-dessus des textes, il me semble que c'est des textes de Cézanne, qui sont lus. De Joachim Gasquet, Cézanne. Ouais. Voilà, et qui du coup commentent les tableaux pendant qu'on les a à l'image. Qui, bon, pour tout un tas de raisons, c'était un film qui m'a plu énormément, mais c'est vrai qu'après, je suis pas allé fouiller vraiment leur filmographie non plus de fond en comble, et je m'y suis mis plutôt tardivement, en fait, puisque c'est à partir du visionnage du Pedro Costa que j'ai pu... peut-être que j'avais vu un autre film d'eux entre-temps, mais voilà, dans l'ensemble, je me suis surtout mis, après le Pedro Costa, à voir leur film, et à vraiment approfondir un peu plus leur filmographie, que je n'ai fait qu'effleurer du reste. Oui, parce qu'elle est quand même assez conséquente. Ouais, voilà, donc, moi, c'était à l'université, un cours auquel était Simon aussi, d'ailleurs. Et il y a un enseignant qui a évoqué le travail de Jean-Marie Straub et Daniel Huillet à travers le son. C'était un enseignant spécialisé dans le son, et il avait évoqué plusieurs aspects du travail du son de ces deux cinéastes, notamment donc, le fait qu'ils travaillent presque toujours avec une seule piste son, ce qui est en fait très rare, et le fait qu'il y ait un respect du son capté au tournage qui est presque absolu. Et il avait pris cet exemple volontairement un peu incongru, et moi j'avais quasiment cerné un truc presque méprisant, enfin vaguement méprisant, de dire, même s'ils tournent un film qui se passe à l'Antiquité, s'il y a un avion qui passe dans le fond, qu'on le voit et qu'on l'entend, ils vont le laisser à l'image et au son. Et ça m'avait plutôt frappé. J'étais assez intéressé par le documentaire à l'époque, et la manière dont le documentaire et la fiction pouvaient cohabiter. Et du coup, j'avais profité d'une rétrospective sur Mubi, la plateforme qui avait consacré une rétrospective au Straub Huillet, qui était assez conséquente. Il y avait beaucoup de films, et j'en avais regardé à ce moment-là, mais je pense que j'en avais trop regardé, parce qu'au bout d'un moment, il y avait un effet, ça faisait beaucoup. Et en fait, petit à petit, par touche, et ça, c'est presque c'est un conseil. Je trouve que ça peut être pas mal, peut-être, pour découvrir leur cinéma, d'y aller de temps en temps, d'en regarder un de temps en temps, par-ci, par-là, pour éviter pour éviter l'overdose, entre guillemets, parce que c'est quand même un cinéma qui peut... Moi, je sais qu'au premier abord, le premier que j'ai vu m'avait quand même laissé un peu de côté. Au-delà du fait que ça m'avait pas forcément plu, j'avais pas vraiment compris le film, j'avais trouvé ça assez inintéressant, mais il y a déjà quelques années. Puis en y retournant petit à petit, et puis en voyant des entretiens avec Jean-Marie Straub et Daniel Huillet, et en voyant le film de Pedro Costa, ça ouvre sur d'autres aspects de leur cinéma qui peut être assez, on va dire, engageant pour rentrer dans leur filmographie. Et je trouve que c'est très bien qu'on parle du film de Pedro Costa aujourd'hui, parce que il me semble que ça peut être une très bonne porte d'entrée.
de voir les cinéastes au travail et après de peut-être tout à coup dans leur film, non pas forcément voir la trace précise de ce travail-là, mais se rendre compte de ce que les deux cinéastes engagent, de ce qu'ils peuvent penser sur le cinéma, etc., qui rend les films peut-être moins abrupts. Après, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça, on peut rentrer dans leur cinéma très facilement, hein, mais bon, y a pour beaucoup, on va pas se voiler la face, hein, C'est assez austère. pour beaucoup de gens, c'est très austère, hein, et je sais même qu'au début, j'aimais beaucoup leurs idées, j'adorais les écouter, mais j'avais du mal à voir leurs films. Et je faisais un peu la distinction entre leurs pensées, ce qu'ils disaient du cinéma, et les films en eux-mêmes. J'adorais l'idée d'aller voir un film de Strobilier, et quand j'étais devant, ça me tombait un peu des yeux. Et en fait, petit à petit, on finit par s'installer dedans, le film de Pedro Costa, je pense, est presque une approche presque pédagogue de leur filmographie. Enfin, en tout cas, ça a eu cet effet un peu sur moi, même si j'aimais déjà beaucoup leur cinéma au moment où j'ai vu celui de Pedro Costa. Et je sais pas si Mélène a eu le temps de réfléchir du coup pendant qu'on bavardait. Ouais, et moi je sais plus tellement comment j'y suis venu. Il me semble que c'est via Danet. On parlait tout à l'heure des lectures, etc. Il me semble que il y a des lectures de Danet, notamment son texte, qui est un de ses textes les plus célèbres, qui s'appelle Un tombeau pour l'œil, à propos de la nuit à la résistance. Et puis aussi, notamment sur Internet, en fait, justement, des profils ici et là de gens qui avaient des goûts qui me semblaient intéressants et qui mettaient de très bonnes notes à ces films-là sur différents sites de notation. Après, moi, c'est vraiment parmi les cinéastes et les films qui m'émeuvent le plus. Mais si on entend vraiment l'émotion dans un sens de quelque chose de durable, en fait, et dans le sens de motion, quoi, de vraiment le mouvement, quelque chose qui met en mouvement quelque chose très intérieurement, à la fois très intérieurement en moi et à la fois comment dire, l'intériorité du monde, quoi, de la vibration du monde. Il y a quelque chose qui se joue de ce point de vue-là, et en même temps, la rencontre s'est faite sur la durée, quoi. Ça n'a pas été une évidence, ça n'a pas été un choc, ça a été une rencontre sur la durée qui a demandé beaucoup de travail, en fait, beaucoup de travail moi-même, quoi, un travail de mon regard et de mon attention. Et à mon avis, quand on dit qu'ils sont exigeants, moi, je crois que il faut voir où on place l'exigence, en fait. C'est pas une exigence vis-à-vis du spectateur, à mon avis, c'est une exigence vis-à-vis de leur propre travail et du monde. Et c'est vraiment une question d'attention, un peu au sens de Simone Veil, un petit peu, quoi, en fait. L'attention au sens du prolongement de l'attente et de se mettre en disponibilité, pas de recevoir, mais d'accueillir le monde, en fait, en quelque sorte. Et je trouve que leur travail va vraiment à une exigence extrême vis-à-vis de ça, mais pas vis-à-vis du spectateur lui-même. Mais par contre, le spectateur, pour être sensible à ça, a aussi un devoir d'exigence vis-à-vis de lui-même, en quelque sorte. À mon avis, c'est plus ça. J'ai pas l'impression que le cinéma de Strobilier exige quoi que ce soit de moi. Et d'ailleurs, j'ai même l'impression qu'il a, par rapport au spectateur, une relation qui est assez violente, mais qui est pas du tout terroriste ni brutale, en fait. C'est pas du tout... et parce que ça détruit tout rapport de séduction, et ça détruit même tout rapport qu'il peut y avoir justement de brutalité, de choc, etc. Type, je sais pas, Gaspard Noé ou je ne sais qui. C'est vraiment... Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la confiance en l'exigence que peut avoir le spectateur avec lui-même, en fait, à mon avis. Bon, ça décale un peu la question, mais voilà. Et donc, en tout cas, en quelque sorte, j'ai senti cette confiance, et donc j'ai travaillé moi-même à ma propre exigence, et maintenant, c'est des films qui sont beaucoup plus évidents directement, en fait, qui me touchent beaucoup plus directement qu'au début, où au début, ça a été plus lent et plus patient, quoi. Dans le film, Pedro Costa filme d'ailleurs, capte Jean-Marie Straub et Daniel Huillet dans la piole, comme dit Straub. La piole, c'est la salle de montage. Et la caméra montre donc Daniel Huillet qui monte le film avec des bobines. On est en 2001. Et il y a une porte qui s'ouvre sur un petit balcon, et Jean-Marie Straub fait des allers-retours entre le balcon et la salle. Et puis il y a aussi une autre pièce qui est une salle de cinéma dans laquelle Straub et Huillet
ils répondent pas forcément, enfin, on ne sait pas s'ils répondent à des questions d'un groupe d'étudiants, mais en tout cas, Straub est en train de continuer le monologue qu'il fait de temps en temps dans la salle de montage, et ça donne des situations d'une cocasserie incroyable où il parfois lui dit de se taire, parce qu'elle n'arrive pas à travailler, elle n'arrive pas à se concentrer, qu'à un moment, il faut que le verbe se meure pour que le silence puisse aider à la concentration. Une question, le fait que Costa choisit de ne jamais les filmer, les deux, à l'extérieur. En extérieur, quand je dis en extérieur, c'est pas forcément sur le balcon qui donne dans la salle de montage. Non, je dis en extérieur, c'est sortir de la salle de cinéma, d'aller dehors, quoi. Est-ce que c'est aussi, comme tu le disais, une manière de nous accueillir dans le monde, dans leur monde à eux? Bah, ça, peut-être pas pour répondre tout de suite directement à ça, mais c'est un choix qui, je crois, est très lié au travail même plus global de Pedro Costa, qui a beaucoup filmé, qui continue d'ailleurs beaucoup à filmer des espaces assez restreints, clos, bien du travail d'un motif. Hein. On sent que c'est parce que c'est un type d'espace peut-être qui lui permet de capter des choses qu'il veut capter, de l'ordre d'une intimité, mais dont on ne viendrait pas voler en quelque sorte des instants en étant malin, en se cachant pour essayer littéralement de voler quelque chose aux gens qu'on va filmer. Mais je sais que Rancia, qu'on citait tout à l'heure, a écrit un texte où il compare beaucoup ce film-là à Dans la chambre de Vanda, qui était un film que Pedro Costa faisait quasiment en même temps d'ailleurs. A priori, en fait, le tournage qu'il a fait au Frénois avec les Straub huillés était une sorte de pause en fait pendant le film La chambre de Vanda, qui, comme son nom l'indique, est surtout dans la chambre de Vanda, qui était une actrice avec qui il avait tourné son film précédent et à laquelle il allait consacrer un film à part entière. Une actrice, Oui, alors qui jouait dans Ossos, mais qui était non professionnelle en tout cas, pour dire simplement. Il me semble du coup que cet espace-là, il est lié au travail de Pedro Costa aussi, parce que ça, c'est quelque chose dont on avait discuté en amont. On se disait, mais quand on va parler de Où gît votre sourire enfoui, de quoi va-t-on parler? Est-ce qu'on va parler du film de Pedro Costa, ou est-ce qu'on va parler des Straub huillés? Parce que d'un côté, c'est un film vraiment de Pedro Costa, ça, il n'y a aucun doute. Son travail de cinéaste est très présent, etc., sans être débordant. Hein. C'est pas quelqu'un qui vient apposer sa signature sur chaque plan pour autant, il me semble. Mais en même temps, c'est tellement sur le travail des Straub huillés que ça nous semblait difficile de ne pas parler d'eux, de ce qu'ils disent, de ce qu'on voit de leur travail, etc. Mais pour revenir du coup à ce lieu clos, je pense que c'est très lié à ça, et que ça permet de rentrer dans l'intimité, peut-être pas de ces deux personnes, mais de rentrer dans l'intimité de leur travail en tout cas. Et ça permet aussi de détourner, aussi, on va dire, le rôle un peu assigné au making-of. C'est un peu, j'irai pas jusqu'à dire un anti-making-of, mais c'est-à-dire qu'on va peut-être montrer ce qu'il y a de moins flamboyant dans le travail cinématographique. En général, quand on pense au travail de cinéaste, on pense à La Nuit américaine de Truffaut, où le cinéma, c'est montrer un tournage avec une énorme machinerie, etc. Là, tout à coup, on est dans la chambre du cinéaste, qui est obscure, où tout se passe dans la minutie des gestes du travail, la minutie aussi des idées, où on les voit discuter pendant des minutes et des minutes, qui sont peut-être virtuellement des heures. On sait que Pedro Costa n'a pas tout montré forcément, mais pour un raccord qui se joue à un photogramme. Et on les voit discuter très longuement de ces choix-là. Je ne sais pas s'il y a une volonté de faire le film contre une manière de montrer le cinéma habituellement, mais en tout cas, dans sa manière d'appréhender le travail du cinéaste, je crois que faire le choix, qui est peut-être un choix technique d'ailleurs, c'était peut-être tout simplement plus simple, plus faisable, entre guillemets, de se restreindre à cet endroit sombre. Mais d'ailleurs, ça lui a été reproché. Il y a une interview où Pedro Costa explique que pour la diffusion télé, on lui a demandé de filmer des scènes en extérieur parce que c'était trop sombre pour la télévision, mais littéralement. Il y a des moments où on lui a dit on voit rien. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça a donné lieu à cette espèce de montage alternatif qui s'appelle Six Bagatelles, où on voit qu'il y a des plans qui ont été tournés en extérieur pour le coup. Notamment un petit court-métrage, un peu une espèce d'addendum au film en fait, un petit court-métrage avec des scènes, ils ont 18 minutes je crois, 20 minutes, avec des scènes coupées en fait, en quelque sorte.
Il y a plusieurs choses dans le film qui sont assez intéressantes. C'est que, comme tu le disais si bien, effectivement, il y a deux films qui cohabitent entre eux. Il y a le film que l'on voit, donc Cecilia, parce que c'est quand même un film. Enfin, Pedro Costa filme donc deux cinéastes qui sont en train de monter la deuxième version de leur film Cecilia. Donc il y a ce film-là que l'on voit, mais qu'on voit vraiment en train de se faire. On voit des photogrammes et on voit et on entend et on les entend réfléchir sur ces photogrammes, sur la manière de couper ou d'enlever, ne serait-ce qu'un sourire ou le froncement d'un sourcil. Et il y a un autre film, c'est celui qui englobe le tout. C'est Pedro Costa. Mais ce qui est assez beau, c'est de voir que parfois Willet ou Straub, qui donc qui sont la connexion entre Cecilia et le film de Pedro Costa, parfois prennent à partie Pedro Costa en lui posant, en lui racontant des anecdotes ou quoi que ce soit. Et on l'entend vraiment pas tellement, on a du mal à cerner la voix de Costa. L'idée, c'est que il y a comme ça forcément des questions de cinéma qui cohabitent entre elles. Et il y a un moment quelque chose de très beau et qui est devenu, pour celles et ceux qui connaissent le film, qui a un moment important, c'est quand Straub se lance comme ça dans une espèce de revisitation d'un cinéma ou de ce que pourrait être le cinéma, et il dit les trois fameux mots. Il dit d'abord c'est une idée, ensuite il y a une matière qu'on va déconstruire et puis ça va donner la forme. Alors, je commencerai juste en disant qu'il y a un mensonge par omission en fait dans le film. On a découvert dans un texte sur internet que en réalité Straub s'adresserait plus à des étudiants du Fresnoy qui sont derrière la caméra qu'à Pedro Costa en fait. Ce qui au fond ne change pas la manière dont on peut regarder le film. Hein. Mais en fait, il y a un groupe d'étudiants qui étaient invités à venir voir le montage quand ils voulaient. Il y avait des chaises prévues à cet effet au fond de la salle. Et donc, ça en dit peut-être un peu plus sur la manière dont Straub se met en scène aussi, entre guillemets, dont il va se mettre dans une posture d'orateur, en quelque sorte, parce qu'il a littéralement un public derrière. Alors après, peut-être que des fois, il y avait personne, peut-être que des fois, il parle vraiment à Pedro Costa, mais on avait découvert ça, et je trouve que ça... Il me semble que ça éclaire des fois peut-être un peu la posture aussi qu'il prend, mais bon, ça change rien sur le fond, c'était juste pour préciser... Mais c'est pas su, hein. On a trouvé un texte par hasard d'un ancien étudiant du Fresnoy qui explique ça, en fait. Qu'il était, lui, dans la salle de montage, à côté de Pedro Costa, qui filmait, pour le coup. Je sais pas si... Ouais, après, par rapport à ça, alors c'est peut-être pas une réponse directe, mais moi, quand je vois Straub dans ce film, il me fait penser à Chaplin, un peu, dans sa démarche. Et récemment, j'ai revu le plus beau film du monde, c'est-à-dire Monsieur Verdoux. Et j'ai revu ce film-là, et dans Monsieur Verdoux, Chaplin, il y a souvent des petits regards caméra assez, non pas discrets, mais en tout cas assez furtifs. Et je crois qu'en fait, il y a quelque chose aussi de cet ordre dans l'attitude de Straub qui est, en quelque sorte, on est dans un film, on est conscient qu'on est dans un film, et donc, il y a une attitude une espèce d'attirance vers la provocation, en fait, constamment. Il y a une attirance vers la provocation à la caméra, la provocation au spectateur, et la provocation à celui qui filme aussi, à mon avis, et donc aussi aux étudiants du Fresnoy. Mais ça, à la limite, on ne sait pas, a priori, quand on regarde le film, mais ça n'a pas d'importance tellement. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre, je pense qu'on le sent, et il y a quelque chose d'assez agressif, et qui, en même temps, est très... un peu péremptoire, mais en même temps qui se désamorce, mais comment dire ça, peut-être Simon en discutait un petit peu la dernière fois, peut-être tu auras quelque chose à dire. Après, je veux pas te prendre à défaut non plus. Ouais, si tu saurais rebondir. Ben, je sais pas forcément sur quel point tu... Par rapport à la parole dans le film. Ah, par rapport à la parole. Oui, c'est vrai qu'il y a à la fois un jeu provocateur, et en même temps, je me dis, il y a toujours quand même la figure de Daniel Vuillet qui vient rappeler qu'il y a quelque chose, à un moment de la parole qui est un peu superfétatoire. On a l'impression qu'elle veut ramener sur le travail, comme si à un moment il y avait le travail de la parole, et à un autre moment il y avait le travail qu'on devait faire sur le film aussi. Et que j'ai l'impression que il y a une forme d'équilibre en fait qui se met presque en place entre les deux dans le film. Et en même temps,
sur ce point très précis que tu as évoqué, qui sont presque en fait des questions vraiment de métaphysique pour le coup, l'idée, la forme et tout, qui sont la matière, qui sont des concepts voilà, qui traversent vraiment pour le coup l'histoire de l'Occident et à un moment, on a l'impression qu'il veut parler en même temps de quelque chose qui est l'acte créateur vraiment, tout en utilisant des concepts de métaphysique sans faire de la métaphysique, en essayant vraiment de parler de comment on fait un film véritablement. Et voilà, moi, il me semble qu'il y a ce moment-là fait partie de ceux qui m'ont vraiment marqué au moins pour ça, en fait, pour cette attitude un peu qu'a Straub d'être pris en même temps, justement, entre quelque chose qui est de l'ordre vraiment de la parole et en même temps qui est rappelé à quelque chose qui doit s'appliquer à un moment dans le concret, dans le réel. Ouais, la parole de Straub, en fait, c'est un peu des vagues qui se fracassent sur un rocher, quoi. Il y a pas un côté comme ça. Et je crois que leur travail, il se fait dans le désœuvrement de cette parole, en fait. Quand il dit il y a l'idée puis la matière, il faut que l'idée elle se fracasse sur le rocher de la matière, quoi, quand même. Et ça se sent dans le film, dans le travail, parce qu'il y a quand même une dialectique qui est très forte et très évidente entre Straub qui serait la théorie et Daniel Huillet qui serait la pratique. Le film a beaucoup été commenté comme ça, d'ailleurs. Ouais, c'est évident. Straub serait la parole et Daniel Huillet les mains, et les deux cohabitent et se nourrissent l'un l'autre, mais des fois de manière invisible. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs sur ce point, c'est qu'il dit vraiment que d'abord il y a l'idée, puis ensuite il y a la matière, et enfin il y a la forme. Et il le présente presque de manière chronologique, alors qu'à d'autres moments, il est beaucoup moins sûr de ça. On a l'impression que les trois apparaissent en même temps, ou plutôt que la forme serait la garantie qu'il y ait à la fois de l'idée et de la matière, presque. Comme si ces trois pôles, on va dire, sont quelque chose qui émerge en même temps. Et j'ai l'impression que quand on voit, par exemple, quand il parle aussi de construire une statue, qu'il faut modeler la matière vraiment, à partir de l'idée, et que ça demande de connaître vraiment les nervures du marbre et de tout ça, il y a quelque chose qu'on a l'impression de ressentir sur le travail du montage, et précisément sur ces manières que Daniel Huillet a de reprendre des passages en boucle, de les faire passer en avant, en arrière. Et on a l'impression ici d'être confronté vraiment à une sorte de matérialité de l'image, en quelque sorte. De redécouvrir à chaque fois dans l'image des nouvelles choses presque auxquelles il faudrait tout à coup faire attention pour couper justement au bon endroit, un endroit qui ne viendrait pas altérer quelque chose qui existerait dans l'image avant même qu'on intervienne sur la coupe de montage. Il y a des phrases célèbres de Straub qui ont peut-être été sorties de leur contexte, mais qui disaient si on coupe à un moment donné un gazouillis d'oiseau, c'est intolérable en fait, parce que tout à coup ça existe dans l'image, etc. Et ça devient cette matière qu'il faut apprendre à connaître et prendre le temps de connaître aussi. Et c'est un exercice de patience, et c'est presque un bon entraînement, parce qu'il y a des moments dans le film de Pedro Costa où on revient en arrière, on revoit, il y a des moments assez longs comme ça, où on voit aussi que le travail de montage, c'est un travail qui demande beaucoup de patience. En temps normal, je pense que c'est ça pour beaucoup de monteurs, hein, mais dans le cas de cinéastes aussi, j'aime pas trop dire radicaux, mais au moins intransigeants, et peut-être plus même qui ne se compromettent pas, quoi. C'est-à-dire que exigeants, s'il faut passer... en fait, je pense que la question de s'il faut passer du temps dessus, on le passera, ça se pose même pas. C'est simplement, on passera à autre chose quand ce sera terminé. Et ça prend le temps que ça prend. Et le film montre assez bien ça, je trouve. Et ça exerce un peu à la patience. Les films de Pedro Costa sont des films qui, de manière générale, peuvent exiger d'ailleurs une certaine patience, hein, comme les films de... Enfin, exiger, je sais pas d'ailleurs, mais bon. Parfois, il faut faire preuve de patience. En tout cas, j'ai beaucoup appris sur la patience avec ces cinéastes. Et puis, ce qu'on voit, je trouve, c'est que cette patience et ce travail, il ne s'exerce pas sur les idées, disons, sur les idées déclamées par Straub, quoi. Il s'exerce vraiment sur la matière directement et sur ce qui se manifeste depuis la matière. C'est-à-dire qu'en fait, en quelque sorte, c'est pas un contrôle, quoi. C'est pas un système, leur histoire, quoi. Ils sont pas dans le contrôle, ils sont dans la méthode, pour emprunter le terme de Cézanne que Straub reprend souvent, en fait. C'est-à-dire qu'ils mettent quelque chose en place pour faire advenir quelque chose, et du coup, en fait, leur travail de montage, c'est une attention extrême à ce qui advient, et c'est pas du tout pour conformer le monde à leurs idées, et pour être le plus pointilleux possible pour conformer le monde à leurs idées. C'est l'inverse, c'est pour voir
par rapport à ce qu'ils ont filmé, ce qui advient du monde dans sa plus grande précision, dans sa plus grande subtilité, et pour le restituer le plus dignement, parce qu'en fait, tout ce qui est vivant, jusque dans le moindre détail, est digne d'attention, quoi. Et puis, deux choses aussi par rapport à la question de la parole, c'est qu'on parle beaucoup de la parole de Straub parce qu'il a une parole extrêmement imposante et une manière très déclamatoire aussi de dire les choses, parfois de manière assez provocatrice. Enfin, toutes ces questions de métaphysique, on a l'impression qu'il les balaye presque d'un revers de main en disant voilà, c'est comme ça et puis c'est pas autrement, alors que c'est des trucs débattus depuis 2500 ans, quoi. Et en même temps, il y a la parole aussi de Daniel Huyet dans le film qui est comme on le voit souvent dans quelques fois où le couple a été filmé ensemble, paraît souvent très en retrait et en même temps sait totalement s'affirmer quand il le faut. Et justement, on voit que elle, quand elle lui répond vraiment de manière presque sur le même ton que lui, quoi. Ce qui donne dans le film ce caractère assez humoristique, qui donne presque l'impression qu'on a affaire à des scènes de ménage, quoi, des fois, sur un travail filmique. Et en même temps, il y a aussi la parole, disons, des personnages du film Sicilia qui sont en train d'être montés. Et cette parole, justement, on voit qu'elle est... disons, ce mouvement de va-et-vient du montage pour aller retrouver le bon photogramme, ça fait passer à l'endroit et à l'envers la même phrase. Et tout d'un coup, on a l'impression d'entendre une sorte presque de matérialité aussi de la parole, en tout cas du son, quelque chose qui passe par le fait qu'il y a une sonorité particulière. Il y a aussi une manière de dire le texte qui est très particulière, qui est typique aussi des Straub. Enfin, disons que c'est quelque chose sur lequel ils prêtent énormément, ils donnent énormément d'importance dans plein de leurs films. La diction, le rythme et les sonorités, vraiment, on a l'impression, quand ces passages sont passés en boucle, qu'il y a une modulation de la voix et qu'on arrive à l'entendre presque sans plus prêter attention à vraiment ce qu'ils disent à ce moment-là, mais vraiment à comment ils le disent, en fait, comment cette voix apparaît au niveau du son. Il y a un travail très fort aussi sur ce que le sens premier d'un mot. Et j'ai l'impression que le sens premier d'un mot, finalement, ça crée un pont aussi avec ce que c'est qu'une image, le sens premier d'une image. Au tout début du film, à un moment, d'un seul coup, comme ça, Straub raconte une anecdote. C'est ça qui est fascinant avec lui, c'est que quand il parle, il est dans un montage et il déconstruit même sa parole. C'est-à-dire qu'il peut raconter une histoire par la fin et il y a que Daniel Huyet qui comprend. Ça aussi, c'est assez beau parce qu'on sent que c'est un film aussi sur comment faire un film quand on est deux. Qui rend peut-être aussi, je t'ai coupé Melaine, mais ce qui rend peut-être aussi le film très, très beau, ou qui peut être très émouvant, notamment peut-être pour des jeunes, alors pas forcément, mais c'est le fait que tout à coup il donne à voir quelque chose de possible. C'est-à-dire qu'il est possible aussi de travailler de cette manière. Et effectivement, ils sont très précis, etc., mais c'est pas du style, hein. Ils font pas ça pour que ce soit... comment dire, c'est pas des perfectionnistes au sens où... C'est pas une posture, quoi. C'est vraiment C'est ça. Et justement, il y a une volonté de ne pas rendre ça flamboyant, etc. C'est pas des perfectionnistes au sens d'un Polanski qui veut maîtriser absolument tout, mais ça on l'a déjà dit, hein. Et le film, je trouve, rend aussi tout à coup visible ce travail-là. Et moi, si j'avais vu le film plus jeune, j'aurais peut-être été sensible, enfin même maintenant ça crée cet effet, mais quand on s'intéresse au cinéma et qu'on nage dans cette infinité de propositions, de possibilités, qu'on est un peu perdu, on voit assez rarement, je trouve, cette approche-là filmée directement, en fait, de dire c'est possible, on peut travailler comme ça, on peut penser de cette manière, sans dire que c'est dogmatique, hein. Le film dit pas il faut faire comme ça et pas autrement, on peut aussi s'en détacher, mais ça donne des perspectives aussi. On peut faire du cinéma aussi comme ça, et je pense que tout leur cinéma, tu parlais de résistance, et c'est très vrai, hein, ce sont des résistants aussi de ce point de vue-là, contre une manière dominante de faire, etc., mais ils ne le font pas uniquement en contradiction, ils le font aussi parce qu'ils croient profondément que cette manière de faire est fertile et permet de faire quelque chose d'important. Je sais pas pour eux, je sais pas exactement ce qu'ils pensent de ça, mais qui en tout cas est importante, ou en tout cas produit quelque chose. Et puis sur l'importance aussi que tu disais du sens et des mots, c'est vrai que
enfin Straub, pour les quelques fois où il est revenu sur la question de la traduction, par exemple, et puis l'importance qu'il attribue véritablement au texte et à la précision du texte, on voit aussi cette sorte disons de rigueur, enfin sans être de cette manière d'appréhender le texte véritablement en refusant tout écart, toute déformation, quelle qu'elle puisse être. Et par exemple, vraiment les propos qu'il a pu tenir sur les traductions en disant que c'était vraiment n'importe quoi, les traductions des auteurs qu'il aimait dès qu'il avait pu les lire en VO, qu'il était vraiment... Enfin, on sent que c'est quelque chose qui l'indigne profondément, en fait. Voilà, et ça me faisait penser à cette question au niveau du sens, c'est qu'un mot a vraiment un sens très particulier. S'il a été employé à ce moment-là, c'est pour une raison bien précise, sans forcément qu'il y ait une cause ou quoi, mais c'est que ce mot fait sens, en tout cas, à ce moment-là, quoi. Et puis le terme premier, de sens premier, il est important parce que c'est premier, c'est dans le sens aussi primitif, quoi, en revenant à quelque chose qui est césanien aussi, qui est de faire remonter des choses très enfouies, sourire enfoui, mais de faire remonter des choses qui sont enfouies, qui sont très profondes, qui sont très lointaines dans le temps, et de les faire ressurgir aussi, quoi. Quand ils avaient adapté Othon, avec le film qui s'appelle Les yeux ne veulent pas en tout temps se fermer, mais qui s'appelle aussi Othon de Corneille, du coup, qui date de, je sais plus quand, mais en tout cas du XVIIe siècle. Marguerite Duras avait écrit un texte où elle disait que là, Othon revenait au début des années 70, quoi, en fait, qu'il avait fait revenir Othon. Et puis c'est comme la phrase de Peggy, d'ailleurs il cite Peggy sur une phrase assez proche, mais je me souviens plus précisément. Mais de Peggy faire revenir aussi, du passé. Ouais, la révolution, c'est aussi faire... mais je sais plus précisément la phrase, d'ailleurs il précise le aussi. Mais Peggy, il dit aussi que l'histoire, c'est pas passer à côté du cimetière, c'est ressusciter les morts. Et ça, c'est important aussi. C'est vraiment, ça me semble très important chez Straub-Huillet. Et c'est aussi pour ça, à mon avis, qu'il y a pas que c'est pas l'écriture, en fait, c'est à l'oral toujours. Et d'ailleurs, il dit que les sous-titres, ça pose problème parce que c'est une opération conceptuelle, en fait. Et ils veulent en fait aller. C'est même pas tellement éviter ou fuir les opérations conceptuelles, c'est remonter au temps d'avant les opérations conceptuelles, en quelque sorte, quoi. C'est remonter au premier surgissement de la parole, comme si c'était la première fois qu'on disait chaque mot. Et donc le sens premier, en fait, il est presque... C'est presque la finalité, quoi, la suite logique de ça. C'est qu'on remonte au primitivisme de la parole, on remonte forcément au sens premier, en fait. C'est-à-dire qu'on voit une fleur devant soi, on va s'écrier d'un coup fleur. Personne n'a jamais dit fleur avant, personne n'a jamais nommé cette chose qu'on voit, et là on va dire c'est une fleur. Donc c'est forcément le sens premier, parce que c'est comme si c'était la première fois qu'on disait le mot, qu'on nommait cette chose qui était face à nous, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui me semble très important dans la recherche de Straub-Huillet, et qui du coup infuse en fait, pas seulement dans leur travail, en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus large, qui est de l'ordre de leur façon aussi de regarder le monde et de regarder les mots, en fait, aussi, la langue. Et quelque chose de très matériel et très physique et très tellurique. Le film a été réalisé en 2001, nous sommes en 2022. Pour vous, pourquoi ce film garde encore quelque chose du présent, d'intemporel? Moi, je l'ai revu il y a quelques jours pour préparer cette émission. Ça aurait pu se faire il y a 2 jours, ça aurait été la même chose. Je veux dire, il a une trace qui est encore là, qui est bien présente, et je sens que c'est un film qui peut se voir, qui peut toucher n'importe quelle génération. Comment vous pouvez l'expliquer, ça? Parce que j'imagine que vous êtes d'accord avec moi là-dessus, je pense. Comment vous pouvez l'expliquer, ça? Bah, je redirais la même chose, moi, c'est que c'est un film qui montre quelque chose qui tout à coup se rend possible. Et c'est aussi intemporel parce que c'est exactement ce que disait Melaine, c'est qu'il y a un travail assez profond que Straub-Huillet ont travaillé tout au long de leur filmographie, qui consiste à... D'ailleurs, c'est ce que je voulais préciser, mais c'est qu'ils ont pratiquement... Enfin, il me semble qu'ils ont uniquement travaillé sur des œuvres déjà existantes. Ils ont fait peut-être une ou deux exceptions près dans les derniers films, notamment de Straub. En tout cas, pendant longtemps, ils ont fait que adapter des œuvres déjà existantes. Donc il y a aussi ce travail sur une temporalité qui ne serait pas comme une ligne droite, mais qui justement
contre une certaine idée du progrès, en tout cas, chercherait à revenir aux sources de quelque chose. Et on voit que leur travail est intemporel parce qu'ils ne cherchent pas à créer des formes nouvelles, parce que justement l'intérêt se trouverait dans la nouveauté, mais de réfléchir à quelque chose qui fait émerger, ou permet de trouver dans les images, le montage, etc., enfin on va pas refaire tout ce qu'on a dit, permet de trouver quelque chose de juste, de digne, et que la recherche porte d'abord là-dessus. Donc en fait c'est presque naturellement que ça devient intemporel et qu'on peut revoir le film n'importe quand, puisque c'est une leçon qui n'est pas une leçon scolaire, hein, mais on peut en tirer en tout cas quelque chose, non pas d'universel, mais de juste en tout cas. Et une justesse qui serait intemporelle parce qu'elle n'est pas connectée à un instant T, à une situation absolument contingente, qui devrait se régler dans l'urgence d'une situation au présent. Et c'est pour ça que je parlais du fait que les jeunes, enfin on est jeunes, hein, peut-être des gens très jeunes, peut-être au lycée par exemple, qui nous écouteraient, enfin moi en tout cas je conseillerais de voir ce film parce que je pense que ça donne à voir des choses qu'on n'a potentiellement jamais vues en fait, et qui ouvrent tout un tas de possibilités. Et je m'arrêterai là parce que je vais me répéter, mais ça peut être vraiment quelque chose d'absolument fascinant, beau, émouvant, puisque c'est aussi un regard sur une manière de créer qui est quand même très marginale, mais marginale, c'est pas uniquement être en retrait, hein, Godard le disait, la marche, c'est aussi ce qui tient la page. Et finalement, le film montre ce travail-là aussi à l'œuvre. Ils ne sont pas en marge contre le reste du monde uniquement, ils ne sont pas uniquement dans leur coin, mais ils cherchent justement à trouver une manière de faire qui peut donner à voir quelque chose qui leur est propre, mais dont on peut tirer chacun beaucoup de choses. Voilà. Ouais, moi, je dirais aussi, alors je pense qu'il est important aujourd'hui pour plein de raisons. Après, c'est aussi à chacun d'y trouver ses raisons, ses émotions, etc. Mais à mon avis aussi, ce qui le rend unique, c'est aussi un truc pour parler en catégorie un peu cinéphile, c'est que le film rassemble deux genres qui sont le documentaire sur le travail et la comédie de remariage. Et ces deux genres, c'est le seul film comme ça qui rassemble les deux. Et sur la comédie de remariage, il y a un livre qui est assez célèbre de Stanley Cavell qui s'appelle À la recherche du bonheur, qui parle de comédie de remariage des années 30 hollywoodiennes, et qui, en gros, part du postulat qu'il y a un cheminement qui est similaire dans les films dont il parle, qui est justement tout simplement, en fait, comme il dit, une recherche du bonheur, en fait, un travail dans le film où, au début, le couple de la comédie se séparent, et en fait, il y a tout un travail durant tout le long du film qui fait qu'ils vont trouver une nouvelle façon d'être ensemble, plus dans le bonheur et dans la complicité. Enfin, là, je réduis, c'est un très grossier ce que je dis là. Mais en gros, ce qui me semble important dans le film de Pedro Costa, là, c'est que dans le travail, on voit en fait qu'il y a quelque chose qui est quand même de l'ordre du plaisir, on pourrait dire, du bonheur. Après, le bonheur, c'est toujours un grand mot, c'est difficile à manipuler. Mais quand même, à la fin, dans une des dernières répliques, ils sont au cinéma à présenter le film devant la salle. Et Jean-Marie Straub, il dit nous, on est des privilégiés, on est heureux dans notre... Je crois qu'il dit ça, il me semble qu'il utilise le terme heureux dans notre travail. Et voilà, il dit qu'il y a très peu de gens, etc. Et je pense que c'est vrai, je pense qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, il y a très très peu de gens qui sont heureux à leur travail et qui prennent plaisir à leur travail. Et parce que les conditions de travail se sont détériorées et continuent de se détériorer, tout un tas de raisons qui ont trait notamment au capitalisme, au progrès, etc. Et dans ce film-là, je trouve qu'en fait, ce qui est quelque chose qui est très fort, c'est que malgré tout, leur travail, il est pas très paisible, il est très difficile, il demande beaucoup d'efforts, beaucoup de patience, des disputes aussi, de la violence aussi, vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis du film, entre Daniel et Jean-Marie. Et en même temps, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre du plaisir, qui coule par-dessous, en fait, qui est toujours là, qui est sensible au fond, en fait, qui est de l'ordre du plaisir, et qui d'ailleurs, à la fin, il y a un côté très libérateur, à la fin, on le sent beaucoup moins tendu. Et donc voilà, et donc Jean-Marie dit on est heureux dans notre travail. Et ça me semble très très important d'être montré parce que aujourd'hui on n'associe pas du tout le travail à ça. Et quand on l'associe au plaisir, souvent c'est dans une distinction assez artificielle en fait entre
entre le travail laborieux qui demande plein d'efforts, etc., et le travail qui donne du plaisir, etc. Par exemple, je sais pas, on va dire d'une façon très cliché, on va dire oui, prof de sport, c'est super cool parce que t'as rien à faire, tu restes là à regarder tes élèves courir. Du coup, ça, voilà, ce serait un travail de plaisir. Alors qu'en fait, il peut y avoir du plaisir dans l'effort et la difficulté et la patience, mais et pas d'une façon masochiste en plus. Le film est pas du tout dans cette idée masochiste comme ça qui est assez promue par le capitalisme, que plus tu travailles, plus finalement, parce que finalement là dans cette idée-là, ce serait tu travailles toute la journée, puis à la fin, tu as une espèce de petite adrénaline qui est en fait juste le moment de repos, ça fait du bien, plus tu as travaillé, plus ça fait du bien quand tu te reposes. Mais du coup là, c'est pas vraiment un plaisir du travail, c'est un plaisir qui vient après, et il y a presque quelque chose de malsain. Tandis que là, dans le film, c'est vraiment un plaisir qui est à l'intérieur même et qui se construit petit à petit et qui se libère. Et ça me semble très très important parce que on en parlait un petit peu hors émission. Moi, je suis assez intéressé par ce qui peut se faire dans les écolieux, dans ce qu'on appelle les écolieux, etc., notamment en France, mais pas que en France. Et en gros, des gens qui essaient de vivre d'une façon un peu marginale et un petit peu avec le plus d'autonomie, entre gros guillemets, parce que je pense qu'il n'y a jamais d'autonomie complète, mais avec le plus d'autonomie possible vis-à-vis du système, disons, industriel, technologique ou capitaliste. Et ces gens-là, souvent, en fait, on a tendance, quand on les voit de loin, mais y compris moi, hein, je veux dire, à se dire, ces gens-là sont très, voilà, très courageux, etc. Et en même temps, moi, je me verrais pas du tout faire ça parce que c'est quand même beaucoup de renoncements, c'est beaucoup d'exigences, c'est parce que ces gens-là, ils travaillent énormément toute la journée dans leur ferme, etc., pour faire tenir le truc. Et que bon, ça fait quand même beaucoup. Et en fait, il me semble que ce que laisse entrevoir là, le film de Costa, c'est que même dans ce renoncement, dans cette exigence, etc., il y a quelque chose qui se produit de l'ordre du... voilà, j'emploie le terme plaisir depuis tout à l'heure, mais c'est un peu compliqué parce que plaisir, voilà, c'est un terme quand même assez compliqué. C'est pas la jouissance non plus, c'est quand même différent. C'est quelque chose de plus de l'ordre de... Enfin bref, mais en tout cas, je sais pas si c'est très clair. J'ai l'impression de tourner un peu autour du pot depuis tout à l'heure, mais je crois que le film laisse vraiment entrevoir cette possibilité de coexistence en fait entre la difficulté, l'effort, etc. et quelque chose de l'ordre du plaisir qui du coup provient aussi de cette extrême exigence vis-à-vis du monde, quoi. Uji, votre sourire enfuit le 6e film de Pedro Costa et qui revient sur un aspect de la jeunesse du film d'Estrobe et Willet, Sicilia. En tout cas, c'était un plaisir de faire votre connaissance et de poursuivre le dialogue avec un film que vous avez choisi. En tout cas, c'était un plaisir de discuter avec vous la D17, enfin une partie de la D17. Peut-être que ça va vous donner l'envie de renouer le dialogue entre vous 6, je ne sais pas. En tout cas, c'est un plaisir. Dans le descriptif, vous avez un lien qui renvoie à la chaîne la D17. Allez-y, il y a à peu près quelques dizaines de vidéos, je crois, si je me trompe pas. Il y a des podcasts audio et je vous conseille d'y aller. C'est vraiment passionnant. Merci Simon, merci lui, merci Melaine d'avoir fait l'effort et d'avoir dialogué autour de ce très beau film de Pedro Costa. Et si vous n'avez pas vu le dernier film de Pedro Costa, Vitaini Varena, allez-y, c'est juste merveilleux. Merci à vous trois et puis à très vite. Merci à toi pour l'invitation. Ouais. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions. Just my rifle